Après un accident de voiture, mes parents ont forcé ma fille de 9 ans à sortir de l'hôpital plus tôt, refusant son traitement. Elle ira bien, ont-ils dit, puis ils l'ont laissée dans une maison vide et sont partis pour des vacances de luxe. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère. Pas une infirmière, pas un médecin. Ma mère, assise juste là comme si c'était sa place, sa main reposant déjà sur la mienne comme si elle la tenait depuis des heures. Pendant une seconde stupide, je me suis laissé croire à l'histoire que cette vue m'offrait. Elle est restée. Elle a été là. Elle s'en soucie. Ça ne correspondait même pas à la mère que je connaissais, ce qui aurait dû être mon premier indice. Mais quand vous vous réveillez après avoir perdu des jours de votre vie, votre cerveau s'accroche au réconfort le plus proche et appelle ça la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je réussi à dire. Tu es à l'hôpital, a-t-elle dit doucement. Calme, préparé. Il y a eu un accident de voiture. Tu as dormi pendant quelques jours. Les mots ne s'étaient pas encore installés qu'une pensée a traversé le brouillard. Ava, ai-je râlé. Où est Ava? Ma mère n'a pas scié. Elle va bien, a-t-elle dit rapidement. Elle était à l'hôpital au début, mais elle est sortie. Elle est à la maison maintenant. Le soulagement m'a frappé si fort que mes yeux m'ont brûlé. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Elle va bien? Elle va bien, a répété ma mère, lissant la chose comme un pli sur un vêtement. Tout va bien. Tu es en sécurité. Tu te rétablis. Je l'ai cru parce que je le devais, parce que l'alternative était impensable. Et puis, son ton a changé. Pas dramatiquement, juste assez pour le sentir. Alors, a-t-elle dit comme si nous avions fini la partie émotionnelle et passion aux courses. Nous nous occupons d'Ava pendant que tu es hors service, et nous avons besoin d'accès à ton argent pour pouvoir payer pour ta fille si elle a besoin de quoi que ce soit. Je l'ai regardé en clignant des yeux. Mon argent? Juste temporairement, a-t-elle dit, déjà convaincue que j'accepterais. Ordonnance, nourriture, tout ce qui arrive. Tu ne peux pas gérer ça d'ici. Il n'y avait pas de « comment te sens-tu » ? Non. As-tu mal ? Non. J'avais peur de te perdre. Juste l'accès. J'ai essayé de m'asseoir et mon corps m'a puni pour ça. La nausée qui montait, les côtes qui lançaient de douleur. Ma mère s'est penchée plus près immédiatement, la voix devenant mielleuse. Chérie, ne te stresse pas. Tu as traversé beaucoup de choses. Concentre-toi juste sur la guérison. On gère Ava. Est-ce que je peux lui parler, ai-je demandé. Juste 1 minute. On peut appeler la maison. Elle se repose, a dit ma mère instantanément. Je ne vais pas la bouleverser. J'ai juste besoin de l'entendre. Ma mère a serré ma main comme si ça comptait comme du réconfort. Elle va bien. Je te promets. Tu as besoin de repos. J'ai hésité. Tout en moi voulait une preuve. Une voix, un bonjour, n'importe quoi. Mais j'étais faible, dans le brouillard, et terrifié à l'idée de pousser trop fort et d'aggraver les choses d'une manière ou d'une autre. Alors quand elle a redemandé, patiemment, doucement, je lui ai donné ce qu'elle voulait. Je lui ai donné l'accès. Sur le moment, cela ressemblait à protéger Ava, à faire la chose responsable. Plus tard, je comprendrai que c'était le moment où ma mère a arrêté de prétendre qu'il s'agissait de ma fille. Les épaules de ma mère se sont détendues à la seconde où elle a obtenu ce qu'elle était venue chercher. Elle a embrassé mon front rapide, répété puis s'est levée et a lissé son pull. Je dois filer, a-t-elle dit. Je dois m'occuper de quelques trucs. Ma bouche est devenue sèche. Tu reviens. Bien sûr, a-t-elle dit trop vite. Je reviendrai plus tard. Essaie de te reposer. Et puis elle est partie. Juste partie. Au début, j'ai attendu comme une idiote. J'ai fixé la porte. J'ai regardé l'horloge. Je me suis dit que quelques trucs signifiaient qu'elle parlait à un médecin, allait chercher Ava, achetait de la nourriture, faisait quelque chose qui avait du sens. Des heures ont passé. Pas de texto, pas d'appel, pas de nouvelles. Cette nuit-là, je me suis dit qu'elle viendrait le matin. Les gens ne disparaissent pas simplement après une promesse comme ça. Sûrement.
Mais le matin est arrivé et mon téléphone est resté silencieux. Pas de visite, pas d'appel, pas de message demandant comment j'allais. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours quand j'avais besoin de quoi que ce soit de mes parents. Je les ai appelés moi-même. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie et avait l'air joyeuse, comme si elle venait de sortir de Target et avait trouvé une place de parking près de l'entrée. « Et, ma chérie ?» a-t-elle dit brillamment. « Comment te sens-tu » Il m'a fallu une seconde pour parler. Son ton ne correspondait pas du tout à ma réalité. « Où est Ava ?» ai-je demandé. « Non. Pas de bonjour. Pas de banalité. Est-ce que je peux lui parler ?» Elle va bien, a dit ma mère immédiatement. Elle se repose. Passe-la moi. Une pause. Minuscule, mais suffisante pour glacer ma peau. Elle dort, a dit ma mère. C'est le milieu de la journée, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Elle a 9 ans. Megan. Ma mère a soupiré comme si ma peur était un inconvénient mineur. Tu ne penses pas clairement. Tu as besoin de te reposer. Ne te bouleverse pas. Je ne suis pas bouleversé, ai-je menti. Ma main tremblait autour du téléphone. Je veux juste entendre sa voix. Elle est à la maison, a répété ma mère, lisse et brillante. Elle est en sécurité. Tout va bien. En sécurité. Bien. Répétez. Qui est avec elle, ai-je demandé. Ton père, a dit ma mère. Et Logan passe de temps en temps. On gère. Gérer ça, comme si mon enfant était un appareil cassé. Laisse-moi lui parler, ai-je redit. Elle te parlera plus tard, a dit ma mère rapidement. Je dois y aller. Essaie de te reposer. Clic. J'ai fixé l'écran éteint et j'ai essayé de me dire que je réagissais trop. Mais plus le plus tard s'étirait dans le néant, plus mes pensées devenaient sombres. Au début, c'était juste de la suspicion. Et si elle n'allait pas bien? Puis ça s'est aiguisé. Et si elle sortie de l'hôpital était juste quelque chose que maman avait dit parce que ça sonnait officiel? Et puis mon cerveau a fait la pire chose qu'il pouvait faire. Si quelque chose était arrivé et qu'il me gardait calme jusqu'à ce que je sois plus forte? Je déteste admettre ça, mais quand vous ne pouvez pas joindre votre enfant, votre esprit ne reste pas poli. Le lendemain, j'en avais fini d'attendre. Quand le médecin est entré, je n'ai pas tourné autour du pot. Je veux sortir, ai-je dit. Il a levé les yeux. Aujourd'hui. Je ne peux pas joindre ma fille, ai-je dit. Mes parents ne me laissent pas lui parler. Il continue de me dire qu'elle va bien, mais je n'ai pas entendu sa voix une seule fois. Il m'a étudié, mon bras bandé, les ecchymoses, la façon dont je tenais mes côtes comme si elles allaient s'effondrer. Je préférerais que vous restiez plus longtemps, a-t-il dit prudemment. Vous avez subi un traumatisme important. Vous avez besoin de repos et de surveillance. Je sais, ai-je dit, mais j'ai besoin de voir mon enfant. Un temps. Il n'aimait pas ça, mais il a hoché la tête. Si vous insistez, nous pouvons vous faire sortir avec des instructions. Si quoi que ce soit empire, vous revenez immédiatement. Je le ferai, ai-je dit, même si ma tête martelait déjà. Quelques heures plus tard, j'étais dans un taxi, serrant des papiers, essayant de ne pas vomir à chaque bosse. Tout le trajet du retour, je n'arrêtais pas de me dire que j'étais dramatique, qu'Ava allait bien, que ma mère était juste contrôlante à sa manière habituelle. Mais quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée, la maison m'a frappé par son silence. Pas calme parce que les gens dorment. Vide. Ava, ai-je appelé. Rien. J'ai avancé dans le couloir, lentement parce que mon corps ne semblait pas être le mien. J'ai poussé la porte de la chambre d'amis et elle était là, au lit, tout habillée, la couverture remontée jusqu'au menton comme si elle essayait de disparaître dessous. Ses yeux se sont braqués sur les miens, grands, effrayés. Pendant une seconde, elle n'a pas bougé, comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel. Puis elle a fait un bruit qui n'appartenait pas à la gorge d'une enfant et s'est jetée sur moi. Maman, elle s'accrochait à moi si fort que ça faisait mal. Je m'en fichais. Je suis là, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Je suis là. Elle tremblait. Bébé, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Où est tout le monde? Pourquoi es-tu seul?
Le visage d'Ava s'est effondré. Grand-mère a dit que tu dormais, a-t-elle chuchoté. Elle a dit que je devais être courageuse. Mon estomac est devenu froid. Dis-moi ce qui s'est passé, ai-je dit. Tout. Ava a essuyé son nez sur sa manche, les yeux baissés. Ils m'ont sorti, a-t-elle dit doucement. Le médecin ne voulait pas que je rentre à la maison. Mon cœur a chuté. Elle a dit que je devais rester, a chuchoté Ava. Mais grand-mère a dit que ça coûtait trop cher. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Je l'ai fixé, les mains s'engourdissant. Qui a été ici avec toi, ai-je demandé. Ava a hésité. Oncle Logan venait parfois. Parfois il venait la nuit, a-t-elle dit. Mais pas tout le temps. Il a dit qu'il avait cours. Logan, 18 ans, un étudiant qui vivait à proximité. Pas un monstre, juste pas quelqu'un que vous laissez responsable d'une enfant de 9 ans blessée en appelant ça être parent. Et aujourd'hui, ai-je demandé, était-il ici aujourd'hui? Ava a secoué la tête. Non, a-t-elle chuchoté. J'étais juste ici. Ma vision s'est brouillée de rage. Est-ce que quelque chose te fait mal, ai-je demandé, gardant ma voix douce avec effort. Ava a hoché la tête. Mon côté et ma tête. Grand-mère a dit que c'était bon. Elle a dit que j'avais juste besoin de dormir. D'accord. J'étais encore faible, encore étourdi, tenant encore à peine mon propre corps ensemble. Mais je pouvais faire une chose. J'ai appelé Tessa, ma meilleure amie. Elle a répondu immédiatement. Megan, mes parents ont sorti Ava de l'hôpital. Ils l'ont laissée. Elle a été seule. J'ai besoin d'aide. Il y a eu un temps de silence. Puis la voix de Tessa s'est aiguisée. J'arrive. Reste avec elle. Tessa est arrivée vite et ensemble nous avons ramené Ava pour être examinée. Le médecin n'a pas crié, mais son visage s'est tendu de cette manière qui vous dit exactement à quel point vous êtes passé près du désastre. Elle n'aurait pas dû sortir, a-t-il dit sans détour. Et elle n'aurait absolument pas dû être laissée sans la supervision d'un adulte compétent. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, les jointures blanches. Elle a de la chance, a-t-il dit. Elle va bien maintenant, mais cela aurait pu tourner autrement. Je me suis assise là, regardant Ava balancer ses pieds au-dessus du sol, et quelque chose en moi est devenu très calme. À l'époque, je pensais connaître toute la vérité sur ce que mes parents avaient fait. J'avais tort. Si vous avez déjà été l'enfant invisible de votre famille, vous connaissez le moment exact où vous arrêtez de demander des choses. Vous ne le décidez pas à voix haute. Il n'y a pas de vœu dramatique devant le miroir. Vous apprenez juste, une petite humiliation à la fois, que vos besoins sont gênants. J'étais l'enfant du milieu. Ma sœur aînée Madison avait 3 ans de plus que moi. Et depuis le jour de sa naissance, elle a été traitée comme la preuve que mes parents réussissaient leur vie. Elle souriait, ils prenaient des photos. Elle respirait, ils la félicitaient. Mon jeune frère Logan est arrivé bien plus tard et il a toujours été le bébé, le précieux, celui qui a juste besoin de temps. Et moi, j'étais utile occasionnellement. Surtout, j'étais un bruit de fond. L'un des souvenirs qui me fait encore serrer la mâchoire s'est produit quand j'avais environ 10 ans, juste avant des vacances en famille. J'étais tombé dans notre allée la veille de notre départ supposé. J'avais frappé fort, l'épaule la première, et la douleur était assez vive pour me retourner l'estomac. Je me souviens être assise sur le sol de la cuisine, clignant des yeux rapidement, essayant de ne pas pleurer, parce que ma mère avait déjà soupiré une fois, et je savais exactement ce que ce soupir signifiait. Nous n'allons pas annuler un voyage pour ça, avait-elle dit sans vraiment me regarder. Madison sautillait déjà dans la maison dans sa tenue de voyage, excitée et rayonnante comme si les vacances étaient son droit de naissance. Ma mère faisait ses vérifications de valises. Mon père était concentré sur les horaires et la ponctualité. Ils ne m'ont pas emmené aux urgences. Ils n'ont appelé personne. Ils n'ont pas demandé si je pouvais lever le bras. Ils m'ont tendu un sac de petits pois surgelés, m'ont garé sur le canapé, et m'ont dit de me reposer. Puis ils sont partis quand même. Pars, on verra comment tu vas le matin. Pars, on va ajuster les plans. Juste parti. J'ai passé ce premier jour de leur voyage sur le canapé avec un bras serré contre ma poitrine, écoutant la maison craquer et le congélateur bourdonner,
essayant de me convaincre que la raison pour laquelle je me sentais abandonné était parce que j'étais dramatique. Avance rapide jusqu'à l'âge adulte, et on pourrait penser que j'aurais perdu ce besoin de courir après leur approbation. Spoiler, je ne l'ai pas fait. Je me suis marié. J'ai eu Ava. J'ai divorcé. Et il y a 3 ans, juste après le divorce, mes parents ont insisté pour que je revienne vivre avec eux. Ça te fera économiser de l'argent, a dit ma mère. Nous t'aiderons avec Ava, a dit mon père. Ce sera bon pour toi, a dit Madison, souriant comme si elle faisait du bénévolat. Et je les ai crus, parce qu'une partie de moi voulait toujours ce doux et stupide fantasme qu'ils seraient enfin là pour moi comme des parents sont censés l'être. Le premier mois, ça semblait aller. Puis ils m'ont tendu le loyer. Et quand je dis loyer, je veux dire un chiffre qui a fait grimper mes sourcils comme une ponctuation de dessin animé. Ce n'était pas à couvrir les charges. Ce n'était pas à contribuer un peu. C'était un paiement mensuel complet qui ne cessait de grimper à chaque mois qui passait. Tu vis ici, disait ma mère, c'est seulement juste. Nous t'aidons. Mon père disait, tu paierais plus toute seule. Sauf que je ne l'aurais pas fait. J'ai fait le calcul. Pour ce que je leur donnais, j'aurais pu louer mon propre endroit, un endroit décent, avec des murs qui ne venaient pas avec de la culpabilité attachée. Mais ils avaient une façon de parler qui vous faisait vous sentir égoïste de penser en chiffres. Ce n'était pas « nous avons besoin d'argent ». C'était la famille et de la famille. Ce n'était pas « nous te faisons payer ». C'était « nous te soutenons ». Mon ex, pendant ce temps, disparaissait lentement comme un mauvais signal. Moins impliqué, moins joignable, plus d'excuses, jusqu'à ce que ce soit essentiellement juste moi. Et la vie de mère célibataire est un genre spécial d'épuisement. Vous pouvez gagner assez bien votre vie et avoir quand même l'impression d'être toujours à une surprise de la noyade. Madison ne comprenait pas ça. Madison avait son mari, Brandon. Madison avait ses 2 enfants, Chloé et Mason, qui étaient traités comme des membres de la royauté à chaque visite. Chloé voulait un goûter. Ma mère l'applaudissait pratiquement d'exister. Mason toussait. Mon père agissait comme s'il avait été frappé par la foudre. Ava. Ils étaient corrects avec Ava. Poli, plaisant, rien d'ouvert. Rien que vous ne puissiez pointer du doigt en disant « oh tu vois ». Mais c'était un sentiment, une différence de ton, un changement subtil d'enthousiasme. Quand je l'ai mentionné une fois prudemment, ma mère a ri. « Oh, Megan », a-t-elle dit, « tu imagines des choses. Nous aimons tous nos petits-enfants également. » Bien sûr. Et j'aime les salades autant que la pizza. Après l'hôpital, après Ava laissé seule à la maison, après le visage du médecin, après la réalisation que mes parents m'avaient menti droit dans mon visage à moitié conscient. J'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai regardé, pas émotionnellement, pas spirituellement, pas à la façon dont parlons de nos sentiments. J'ai regardé les faits. J'ai ouvert mon application bancaire et c'était là. Une petite parade de luxe, charge d'hôtel, charge de complexe touristique. Le genre de transactions qui viennent avec des mots comme forfait spa et suite premium cuit dans le prix. Ce n'était pas un dîner. Ce n'était pas un achat d'urgence pour Ava. C'était des milliers de dollars sculptés directement dans mon compte comme une célébration. Et les noms attachés aux charges ne disaient pas pharmacie ou aux soins urgents. Ils disaient vacances. Mes mains sont devenues froides. J'ai fait défiler. Plus de charges. J'ai fait le calcul 2 fois parce que mon cerveau refusait de l'accepter. Ça montait à 5600 $. Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin d'accéder à mon argent pour ma fille, mais ils l'avaient utilisé pour des vacances de luxe pour eux-mêmes. À l'époque, je pensais que ces 5600 $ étaient les dégâts. Je ne savais pas que c'était juste le premier chiffre que je trouverais. Au moment où le chiffre a été assimilé, je n'étais plus sous le choc. J'étais en mouvement. Tessa conduisait. J'étais assise sur le siège passager avec Ava à l'arrière. Ma tête martelait encore. Mes côtes faisaient encore mal quand je respirais trop profondément, mais la colère est une source de carburant incroyable. De retour à l'hôpital, j'ai demandé les dossiers. Pas poliment, pas timidement. J'ai demandé de la documentation. Je voulais la preuve que mes parents avaient fait ce qu'Ava avait dit qu'ils avaient fait. Preuve qu'elle avait été sortie contre avis médical. Preuve que quelqu'un d'autre avait signé,
parce que je savais comment fonctionnaient les gens comme mes parents. Si vous n'aviez pas de papier, ce n'était pas arrivé. Si vous n'aviez pas de preuves, vous étiez dramatique. Alors, je l'ai obtenu. Une infirmière m'a apporté ce qu'il pouvait, un résumé de sortie, des notes, une ligne de signature qui n'était pas la mienne. Ava était assise à côté de moi, balançant ses jambes pendant que je fixais le papier, et j'avais l'impression de lire un rapport de scène de crime. Puis j'ai rouvert mon application bancaire. J'ai fait des captures d'écran de chaque charge, chaque commerçant, chaque horodatage. Et juste là, dans la salle d'attente, j'ai gelé la carte. Un tapotement, carte verrouillée. La sensation était presque surréelle, comme débrancher une prise d'un mur et regarder les lumières s'éteindre de l'autre côté. J'ai changé les mots de passe. J'ai révoqué l'accès. J'ai fermé chaque petite porte que j'avais laissée ouverte par habitude et culpabilité. Puis j'ai fait la partie que les gens disent toujours de ne pas faire. Je suis allé à la police. Je suis entré avec ma fille et un dossier de papier, et assez de colère pour alimenter une petite ville. J'ai raconté ce qui s'était passé, la sortie contre avis médical, l'enfant laissé sans surveillance compétente, l'argent utilisé pour des vacances. Et j'ai dit les mots à voix haute. Je veux déposer une plainte. Je ne l'ai pas dit comme une menace. Je l'ai dit comme un fait. L'officier a pris des notes, posé des questions, regardé les documents. Ava tenait ma main si fort que mes doigts se sont engourdis. Quand ce fut fini, ils m'ont donné une confirmation, un numéro de dossier. La preuve que je n'avais pas imaginé ça. La preuve que ce n'était pas juste un drame familial. Nous sommes retournés chez Tessa après ça. Je ne voulais pas qu'Ava dorme dans cette maison. Pas encore. Pas tant que tout semblait pouvoir s'effondrer à nouveau si je tournais le dos une seconde. Tessa n'a pas rendu la chose bizarre. Elle n'a pas demandé de détails au-delà de ce dont elle avait besoin. Elle a juste mis des draps propres sur son canapé, a fait un chocolat chaud à Ava, et m'a dit « Tu as fait la bonne chose ». Le nom de ma mère s'est allumé sur l'écran. J'ai fixé l'écran une seconde parce que c'était la première fois qu'elle m'appelait depuis qu'elle était sortie de ma chambre d'hôpital, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas pris ce qu'elle était venue chercher et disparu. Puis j'ai répondu, parce que je savais déjà pourquoi elle appelait et je voulais l'entendre le dire. La voix de ma mère est arrivée brillante et agacée. « Salut », a-t-elle dit. « Il y a un problème avec ta carte ? Elle ne marche pas. » En arrière-plan, j'entendais des rires, le vent, des verres qui s'entrechoquent, le bruit sourd de gens passant un moment merveilleux, le son de vacances à la plage. Ma mâchoire s'est serrée. « Non », ai-je dit. Je l'ai annulé. Silence. « Tu as fait quoi ? » Je l'ai annulé, ai-je répété, la voix stable. « Vous ne pouvez plus utiliser mon argent. » Megan, a dit ma mère sèchement, comme si j'avais enfreint une règle tacite. Ton neveu voulait juste faire ce truc et maintenant on ne peut pas payer. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Je pouvais pratiquement l'entendre gesticuler sauvagement pendant que les enfants de Madison jouaient en arrière-plan. Chloé geignant à propos de quelque chose. Mason riant. Brandon parlant à quelqu'un comme si rien de tout cela n'importait. J'ai pris une respiration qui a fait mal. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'accès pour payer pour Ava, ai-je dit. Pour ma fille ? Nous l'avons fait, a claqué ma mère. Non, ai-je dit. Vous ne l'avez pas fait. Sa voix est devenue froide. Ne sois pas dramatique. J'ai presque ri. C'est sorti comme un étouffement. Vous avez fait sortir ma fille contre les ordres du médecin, ai-je dit. J'étais chez le médecin aujourd'hui. Ils ont dit que c'était dangereux. Quelque chose aurait pu arriver. Elle avait l'air bien, a dit ma mère immédiatement. Nous t'avons fait économiser de l'argent. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante pourquoi ? Pour que mon enfant ne soit pas morte par chance ? Vous l'avez abandonnée, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant. Vous l'avez laissée seule. Nous ne l'avons pas abandonnée, a claqué ma mère. Logan était là parfois. J'ai dit parfois. Et il a 18 ans. C'est un étudiant. Ce n'est pas une infirmière. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un adulte responsable pour une enfant blessée. Ma mère a fait un bruit de dégoût. C'est incroyable. Après tout ce qu'on a fait pour toi.
Nous ne voulions pas que tu sois en retard sur ton paiement de loyer. C'était là. Pas d'inquiétude, pas de remords. Le loyer. La chose que je leur payais, la chose sur laquelle ils comptaient, la chose qu'ils étaient terrifiés de perdre. Je pouvais entendre Madison rire en arrière-plan comme si tout cela était loin d'elle. J'ai senti quelque chose en moi devenir calme. Tu n'auras pas un centime de plus, ai-je dit. Megan. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas supplié. J'ai juste coupé la ligne. Après cet appel, tout est devenu calme. Pendant quelques jours, la vie a fait cette chose étrange qu'elle fait après une crise, comme si elle essayait de prétendre que rien ne s'était jamais passé. Ava dormait plus. Elle s'accrochait moins. Elle a recommencé à poser des questions normales d'enfant, comme si elle pouvait avoir des crêpes pour le dîner. Mon corps guérissait lentement, mais il guérissait. Les maux de tête s'atténuaient. Les vertiges s'estompaient. Les ecchymoses passaient du violet colère au jaune maladif. Et sous tout ça, il y avait cette lourde immobilité. Le calme avant la tempête. Puis, environ une semaine plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Ton paiement n'est pas passé. Appelle-nous. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai répondu une fois, pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais fermer la porte correctement. Je ne vis plus là-bas, ai-je dit quand ma mère s'est lancée dans la panique de l'hypothèque. Je ne vous paie plus. Quoi? Elle a claqué comme si le concept l'offensait. Megan, cet argent est pour l'hypothèque. Pas mon problème, ai-je dit. Pas après ce que vous avez fait. Tu nous punis, a coupé mon père. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste mis fin à l'appel. Après ça, ce n'était que des messages. Je n'arrive pas à croire que tu aies appelé la police contre ta propre famille. Tu as toujours été dramatique. Cet accident a fait quelque chose à ta tête. Tu n'es pas toi-même. Tu es instable. Puis la campagne de diffamation a commencé. Elle est apparue dans un groupe familial Facebook comme une mauvaise odeur qu'on ne peut pas ignorer. Ma mère a écrit un long post sur à quel point ils étaient inquiets pour moi, comment j'avais eu un accident de voiture et ne me comportais pas comme moi-même, comment j'avais abandonné la famille, emmené Ava, arrêté de contribuer, et lancé des accusations qui n'avaient aucun sens. Elle a laissé entendre que j'étais dangereuse, qu'Ava était en danger, que j'avais des problèmes de santé mentale. Et parce que c'est le monde dans lequel nous vivons, les gens l'ont cru, du moins au début. Les parents ont commencé à appeler, voix inquiètes, voix curieuses, jugement emballé dans une fausse sympathie. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tes parents sont vraiment inquiets. Au début, je les ignorais ou je restais brève. Je vais bien. C'est privé. Mêlez-vous de vos affaires. Mais la pression a grandi. Les commentaires se sont multipliés. Les murmures se sont transformés en récits. Alors, j'ai fait ce que mes parents n'attendaient jamais. J'ai dit la vérité là où ils ne pouvaient pas la contrôler. Je suis allé dans ce groupe familial, j'ai cliqué sur « Créer un post », et pendant une minute entière, j'ai juste fixé la case blanche parce que je savais qu'à la seconde où j'appuierais sur « Publier », il n'y aurait pas de retour en arrière possible pour prétendre que c'était un malentendu. Puis je l'ai écrit de la façon que ma mère déteste toujours, simple, spécifique, avec des reçus. J'ai commencé avec ces mots, parce que l'arme préférée de ma mère a toujours été le flou. Mes parents ont retiré ma fille de 9 ans de l'hôpital contre l'avis du médecin pendant que j'étais inconsciente. Ils l'ont laissée sans surveillance sûre. Ceci est documenté. Une plainte à la police a été déposée. Puis j'ai joint les papiers de l'hôpital. Pas tout le dossier, juste la partie avec la note de sortie et le langage non recommandé, la partie qui ne se souciait des sentiments de personne. Puis j'ai posté les chiffres, parce qu'ils s'appuyaient sur le même mensonge depuis des années, nous t'avons soutenu. D'accord, faisons des maths alors. Ces 3 dernières années, je leur payais ce qu'ils appelaient un loyer. Parfois ils disaient que c'était un loyer. Parfois ils appelaient ça une aide. Parfois c'était une contribution. Ça changeait selon la version qui les faisait paraître les meilleures. Le montant ne changeait pas, par contre. C'était 2750 $ par mois. Je l'ai payé pendant 36 mois.
C'est 99 000 $ en loyer seulement. En plus de ça, il y avait les petits ajouts qui n'étaient pas petits du tout. Charges qu'ils insistaient pour que je couvre, courses que je payais, virements d'urgence quand ils étaient à court. Alors, j'ai écrit, total payé à maman et papa depuis l'emménagement, 99 000 $ en loyer seulement. C'est avant les charges et les extras. Et puis j'ai ajouté la partie qu'ils ne voulaient vraiment pas que quiconque voie. Pendant que j'étais à l'hôpital et que mon enfant était à la maison, ma carte a été utilisée pour des vacances de luxe. J'ai gelé la carte après 5600 $ de dépenses. Je n'ai pas écrit des paragraphes sur à quel point je me sentais trahi. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres l'ont fait pour moi. Parce que voici ce que j'ai appris sur les gens comme mes parents, vous pouvez survivre au fait d'être traité de dramatique. Vous pouvez survivre au fait d'être traité d'instable. Vous pouvez même survivre au fait d'être traité de mauvaise fille. Mais vous ne pouvez pas survivre aux captures d'écran. La section des commentaires est devenue silencieuse si vite que c'était honnêtement impressionnant. Une tante a commenté « Oh ». Puis elle l'a supprimé. Quelqu'un d'autre a écrit « C'est réel ?» Comme si j'avais mis en scène un document hospitalier pour le plaisir. Le post original de ma mère est resté en ligne peut-être 1 heure après ça, puis mystérieusement il a disparu, comme s'il avait glissé sur une peau de banane et était tombé d'internet. Et puis mon téléphone a recommencé à sonner, pas de mes parents, mais de la famille. Les mêmes personnes qui avaient appelé pour reprendre de mes nouvelles avaient soudainement un ton différent. D'accord, on ne savait pas. Je suis désolé, Megan. Est-ce que toi et Ava êtes en sécurité? Quelques-uns se sont réellement excusés. Pas le genre dramatique, le genre petit et inconfortable qui signifie je réalise que j'ai soutenu le mauvais côté et j'essaie de faire marche arrière discrètement. Pendant une seconde, j'ai pensé, c'est ça. C'est fini. Et c'est le truc avec ma famille. Chaque fois que je pense avoir touché le fond, il y a une autre trappe. Parce que l'appel qui est arrivé ensuite n'a pas seulement changé la conversation. Il a changé la forme entière de ma vie. Il est arrivé un mardi après-midi pendant qu'Ava coloriait à la table de cuisine de Tessa, fredonnant pour elle-même comme si rien au monde ne pouvait la toucher. Mon téléphone a vibré. Logan. Mon petit frère n'appelait presque jamais. Logan envoyait des textos. Logan envoyait des mèmes. Logan répondait aux situations graves par MDR, c'est dingue. Alors quand j'ai vu son nom, mon estomac s'est serré avant même que je ne réponde. Et, ai-je dit. Il y a eu une pause comme s'il ne savait pas comment commencer. J'ai vu ton post, a-t-il dit. Ouais. Une autre pause. Puis il a expiré rapidement. Megan, je suis confus. C'était la première fois que j'entendais quelque chose dans sa voix qui n'était pas de la paresse d'adolescent ou de la blague. C'était prudent, comme s'il marchait sur de la glace fine. Tu leur payais un loyer, a-t-il demandé. J'ai laissé échapper un petit rire qui n'était pas drôle. Beaucoup de loyers. Pourquoi, a-t-il dit, sincèrement déconcerté. Pourquoi te ferait-il payer un loyer pour ta propre maison? Je n'ai pas répondu au début parce que mon cerveau a rejeté la phrase à l'impact. Ma propre. J'ai dégluti. Logan, c'est leur maison. Non, a-t-il dit, et il semblait si sûr que ça m'a fait picoter la peau. Ce n'est pas le cas. Je me suis assise lentement comme si mes jambes avaient décidé qu'elles n'étaient plus optionnelles. De quoi tu parles? La maison, a-t-il dit. Elle nous appartient. À toi, moi et Madison. C'était un héritage. Ma bouche est devenue sèche. Ce n'est pas vrai, ai-je dit automatiquement. Parce que ça devait ne pas l'être. Parce que si ça ne l'était pas, alors j'avais vécu dans un mensonge si gros que je ne pouvais même pas en voir les bords. C'est le cas, a insisté Logan. Ils étaient essentiellement des fiduciaires quand nous étions mineurs, mais nous sommes les bénéficiaires. C'est ce que papa a dit une fois. Je pensais que tu le savais. J'ai fixé le mur. Le fredonnement d'Ava dérivait depuis la cuisine comme d'un univers différent. Je ne savais pas, ai-je dit, la voix devenant mince. Silence. Oh, a dit Logan doucement. Je n'avais pas réalisé que tu ne savais pas. J'ai serré mon téléphone plus fort. Logan, tu es sûr? Oui, a-t-il dit.
Je les ai entendus en parler. Je pensais que ce n'était pas un secret. Un sentiment malade m'a traversé. Pas exactement le choc, pas même l'incrédulité. La reconnaissance, parce que ça collait. Ça collait trop bien. Mes parents insistant sur un loyer plus élevé qu'il n'aurait dû l'être. La façon dont ils parlaient comme si je leur devais quelque chose pour exister dans leur maison. La façon dont Madison souriait en coin quand j'essayais de me plaindre. La façon dont Logan ne semblait jamais connaître les détails parce que Logan avait 18 ans et que personne n'accablait jamais Logan avec la réalité. D'accord, ai-je dit, forçant l'air dans mes poumons. D'accord, je vais vérifier. Je vais le vérifier. S'il te plaît, a dit Logan, et sa voix s'est brisée juste légèrement. Parce que si c'est vrai, c'est dingue. Il n'a pas dit la partie à voix haute, si c'est vrai, ils t'ont volé d'une manière que tu ne peux même pas mesurer. Nous avons raccroché, et pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Tessa est entrée, a jeté un coup d'œil à mon visage, et n'a pas demandé d'explication douce. Quoi, a-t-elle dit platement. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Apparemment, ai-je dit, ma voix sonnant comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La maison ne leur appartient même pas. Je suis resté assise là une seconde, fixant le vide, et puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire ensuite. J'ai commencé à tout vérifier calmement, soigneusement, et avec des reçus. Je ne vais pas vous traîner à travers les mois qui ont suivi, avocats, formulaires, délais, et le genre de musique d'attente qui vous fait envisager de vivre dans les bois. Sachez juste que pendant que j'aidais Ava à se sentir à nouveau en sécurité, je tirais aussi sur un fil qui s'est avéré être tout le pull. Logan avait raison. La maison n'était jamais à maman et papa. Elle appartenait à nous trois, moi, Logan et Madison. Nos parents étaient fiduciaires quand nous étions enfants. Ils n'ont juste jamais mentionné ce détail à la seule enfant à qui ils faisaient payer un loyer pour y vivre. Étage 5 ans plus tôt, ils avaient contracté un prêt sur valeur nette en utilisant cette maison, mettant mon nom sur les papiers. Sauf que je n'avais rien signé. Une fois la falsification prouvée, la banque ne pouvait pas prendre la maison parce qu'on ne peut pas saisir une garantie qui n'a jamais été légalement engagée. Donc, la banque s'en est prise aux personnes qui avaient créé la fraude de mes parents et a exigé le remboursement de son argent. Ils l'ont trouvé. Compte de retraite que je ne savais même pas exister. Investissement. Tout ce qu'ils avaient prétendu ne pas avoir, disparu. Les signalements n'ont pas disparu non plus. La mise en danger d'enfants et la fraude ne se réparent pas avec des excuses sur Facebook. Il y a eu des charges, des amendes, et des travaux d'intérêt général, plus le genre d'effondrement de réputation dont on ne revient pas. Nous l'avons vendu pour 540 000 $. Après les frais, mon tiers était de 168 000 $. Mes parents n'ont rien eu de cette vente parce qu'elle n'était jamais à eux. En plus de ça, je reçois 900 $ par mois en remboursement, maintenant automatique et non romantique comme un karma en paiement automatique. 1 an plus tard, Ava et moi vivons dans notre propre endroit. Elle est en sécurité. Je suis stable. Je parle toujours à Logan. Je ne parle pas à mes parents. Je ne parle pas à Madison. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin? Ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.